Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Cyclisme Performance Academy. Vous êtes dans un nouvel épisode de Prépare ta saison 2025 avec Cyclisme Performance. Aujourd'hui, on est avec Jean-Rémy. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour à vous deux. Salut. Et Mathieu aussi aujourd'hui est présent. Ouais. Épisode un peu spécial. On va aborder le thème du bike fitting. Et je vais te laisser te présenter ce que c'est que le bike fitting en Ouais. fait. Moi, Jean-Rémy, je suis fondateur de MySaddle. Donc on fait des selles sur mesure et du bike fitting. Le bike fitting, c'est adapter en fait le vélo à la personne qui roule dessus. Donc on va prendre en considération la personne, son vécu, ses capacités, sa capacité à bouger, ses limitations, pour adapter le vélo et pour faire en sorte qu'il puisse rouler confortablement sur son vélo, en prévention des blessures et en confort pur. Ok, donc les enjeux globaux du bike fitting, c'est les blessures et Le confort. le confort. Le confort, la prévention des blessures, donc du coup de faire en sorte qu'on puisse prendre du plaisir sur son vélo et pas que le vélo soit difficile, soit pas une corvée de monter sur son vélo. Donc pour le monsieur tout le monde, ça va vraiment être le confort. Et plus on va monter en niveau, plus on va essayer avec le bike fitting d'adapter au maximum le vélo pour d'un point de vue confort, prévention des blessures, mais aussi aller chercher de la performance. Ok. Écoute, on va rentrer dans les aspects pratiques, c'est l'objectif de ce podcast-là. Est-ce que tu pourrais nous aider à choisir la taille d'un vélo? Est-ce qu'il y aurait des critères à prendre en particulier pour ça? Il y a des critères assez basiques qui sont toujours de prendre la hauteur de selle, ce genre de choses pour essayer de déterminer, de dégrossir un peu la taille. Il y a certaines marques qui ont des guides en ligne pour choisir. Sauf à tomber pile poil dans une taille, le mieux c'est quand même toujours peut-être d'aller voir quelqu'un qui fait de l'étude posturale ou du bike fitting pour demander confirmation, pour ne pas se tromper de taille au niveau de l'achat. Ça s'appelle chez certains un bike sizing, donc en fait on va regarder s'il vaut mieux un 54 ou un 56 si on est entre les deux tailles. Penser déjà à imaginer un peu ce que serait la position pour pouvoir sélectionner la bonne taille. Donc l'entrejambe, mesure que tout le monde fait, c'est une manière de faire les choses, un peu aléatoire. Si on peut, le mieux c'est dans un magasin qui fait de l'étude posturale pour faire une mini-étude ou un petit bout d'étude pour pouvoir déterminer au mieux la taille du vélo. Ok, donc est-ce qu'on peut se fier à 100% sur ce que recommandent certains constructeurs sur leur site internet? Non. Pas trop. Réponse directe, un peu dure, non. Non, parce que selon les marques, il va y avoir des grandes différences dans l'appréciation de la géométrie de leur vélo. Et il va aussi y avoir des tendances passées, de positionnement, etc. Et ça ne tiendra pas compte de la souplesse de la personne, de son vécu, de la manière dont elle va rouler sur son vélo, de sa pratique. Donc c'est une indication qu'il faut évidemment regarder, mais ça ne fera pas forcément la bonne taille de vélo à faire. Ok, donc toujours finalement aller vers un professionnel pour ça, quoi. Ça évite les erreurs. Alors si on parle d'un vélo à 1000 ou 1500 euros, l'erreur ne coûte pas cher. Si on est sur un vélo un peu plus performant à quelques milliers d'euros, l'erreur peut commencer à coûter cher, surtout qu'en plus maintenant il y a des composants qui peuvent coûter cher s'il faut les changer. Donc c'est toujours mieux quand on achète un gros vélo, entre guillemets, d'aller voir un pro qui peut vous aider à choisir le vélo. À ce moment-là, l'une des problématiques qu'on pourrait rencontrer, c'est le fait d'être entre deux tailles de cadres. Vu que les cadres sont un peu plus vont manger un petit peu la fourchette de la taille plus grande ou en dessous. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ça? Ça dépend. Ça va globalement dépendre quand on est entre deux tailles par exemple, je vais faire des généralités, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais si t'es pas souple du tout et que tu te diriges vers un vélo un peu agressif, plutôt prendre la taille du dessus, quitte à raccourcir certains composants. Alors après, c'est toujours dans des limites. On ne peut pas non plus prendre 3 tailles au-dessus, sinon on va avoir des problèmes. Mais si on est entre deux tailles, qu'on n'est pas souple et qu'on a des difficultés, des douleurs de dos, ce genre de choses, peut-être prendre la taille du dessus paraît plus sage. À l'inverse, si on est un compétiteur, peut-être essayer de prendre la taille d'en dessous, quitte à rallonger une potence, etc. Mais c'est des critères, c'est très générique. Ça va dépendre de la géométrie du vélo, de la pratique, de la personne en elle-même. Donc encore une fois, le mieux que demander conseil au magasin,
Si Magasin fait de l'étude posturale en plus, c'est encore mieux. Mais si on n'est pas sûr, voilà, les gens qui font de l'étude posturale, ils pourront même vous conseiller sur des vélos vendus en ligne. D'accord. Les magasins, ils sont un peu plus réticents à conseiller si tu veux acheter un Canyon ou un Origin ou je ne sais quelle marque vendue en ligne. Tu vas dans un magasin, tu vas avoir du mal à avoir des conseils sur ce vélo-là. Mais ça peut être intéressant de discuter avec un bifitter, de prendre un petit rendez-vous pour faire ça, pour valider la taille du vélo. Voilà. Ok. Autre point, quand on va acheter un vélo, on va avoir plusieurs tailles de composants. Par exemple, tout ce qui va être potence, cintre. Au final, j'ai un peu l'impression on tend à rétrécir à fond les cintres, par exemple. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi on rétrécit un petit peu les tailles de cintre? Alors on les rétrécit surtout chez les compétiteurs. Okay. Chez Monsieur Tout le Monde, on les rétrécit quand même beaucoup moins. Il y a beaucoup moins cette mode, on va dire, même si c'est pas vraiment une mode, mais moins cette habitude de rétrécir beaucoup chez les gens normaux, plus chez les compétiteurs. Chez les compétiteurs, c'est a priori juste pour l'aéro, peut-être pour être un petit peu plus efficace dans le peloton pour naviguer, parce que quand on a moins un cintre un peu plus facile, un peu plus serré, c'est plus facile de naviguer. Plus aéro, plus en accord avec la course moderne, que contrairement à 10 ou 15 ans, si on regarde des vieilles images des époques Armstrong, il y avait tous des guidons comme ça, hyper grands, parce qu'il fallait respirer à l'époque, c'était le truc. Voilà, chez les compétiteurs, on peut réduire, on est sur des gens qui ont souvent une dextérité sur le vélo qui est bien meilleure que la population moyenne, donc ils peuvent vraiment s'accommoder d'un guidon qui est plus étroit. La population normale, entre guillemets, si on est sur des gens qui sont pas forcément très adroits sur le vélo, qui savent pas forcément se mettre en danseuse facilement, lâcher une main, ce genre de choses, un guidon plus large va permettre d'avoir un meilleur contrôle sur le vélo. Alors on ne dit pas qu'il faut non plus prendre des guidons de VTT pour faire de la route, mais globalement, largeur des épaules, plus une taille, donc si tu fais 38, tu peux prendre un 40, si tu fais 40, tu peux prendre un 42, ou alors tu prends la largeur de tes épaules. C'est la recommandation basique pour les personnes. S'il n'y a pas de compétition, le cintre très serré, c'est quand même pas ce qui est le plus confortable. Ok. Mathieu, toi qui as un cintre très étroit, tu le sens comment sur ce cintre plus étroit? Est-ce que ça a changé ton confort déjà? Ouais, moi je me suis senti directement plus à l'aise avec ce cintre-là, surtout que moi quand j'ai eu un cintre plus étroit, à la base c'était une erreur, c'était même pas voulu. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est trop bien. C'était quand même il y a quelques années où j'avais moins cette conscience-là de l'aéro, où maintenant c'est ce qui dicterait mon choix. Mais en fait, oui, il y a quelques années, j'ai eu ça et je me suis dit, mais oui, en fait, ça c'est marrant, ça me convient mieux. Et bon, je pense qu'on peut parler d'autres sujets sur le vélo où il y a des changements comme ça, où sans forcément s'en rendre compte, on a voilà, des standards qui sont imposés par l'industrie, et finalement, en essayant d'autres choses, on se dit, ah mince, ah ouais, en fait, on peut être encore mieux. Mais voilà, si on n'en a pas connaissance avant, finalement on se pose même pas la question. Et puis voilà, je sais pas si tu peux nous parler de ce genre de... Ouais, bah déjà pour finir sur les cintres, il faut bien s'imaginer qu'il y a quelques années, un cintre en dessous de 40, c'était pas facile à trouver. Maintenant on a des cintres en 38, on a des cintres en 36. Et en fait, chez certaines personnes, ça s'adapte juste à leur morphologie. Moi ça m'arrive de temps en temps de mettre des cintres en 36 parce que tu mesures des largeurs d'épaule au niveau des acromions qui sont à 33. Donc c'est sûr que si tu mettais des cintres à 38 voire à 40 comme on avait avant, de suite tu avais des épaules écartées, donc de suite tu avais des poignets qui étaient tendance à se casser vers l'intérieur, parce que quand le cintre est trop large, tu finis par casser les poignets pour retrouver un alignement avec les épaules. Donc c'est vrai que maintenant on rétrécit, mais plus parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'avoir des cintres trop larges. Je pense que Mathieu il voulait m'envoyer sur la question des manivelles. Tu m'as dit si je me trompe, c'est un peu le truc aussi. On a très longtemps cru que les manivelles, il fallait qu'elles aient une certaine longueur pour maintenir de la puissance. Depuis que ça, visiblement, ça a été écarté, on se pose la question juste d'un point de vue biomécanique. Est-ce que ça facilite ou pas? C'est difficile de donner un conseil pour dire il faut réduire ta longueur de manivelle. C'est vrai qu'elles ont tendance à être trop longues, parce qu'encore une fois, on va avoir des vélos en taille M avec des manivelles en 172,5, des vélos en taille S ou XS avec des manivelles en 170. On aurait tendance aujourd'hui, c'est vrai, à réduire encore de 5 à 10 mm sur ces petites tailles, de mettre des manivelles de 165 ou de 160 qui sont biomécaniquement plus faciles à gérer. On va avoir moins de problèmes au point de passage haut. On va avoir des problèmes de hanche, notamment quand les manivelles sont trop longues.
On va avoir parfois des problèmes pour avoir le bon recul de selle, parce qu'on obligé de beaucoup s'avancer pour tomber à l'aplomb de l'axe de la pédale. Après, c'est difficile de donner un conseil pour dire aujourd'hui il faut réduire la taille des manivelles ou pas, mais en tout cas, c'est une solution qui s'offre à nous maintenant, qu'on n'avait pas il y a quelques années. Maintenant, on peut même descendre jusqu'à 155 sur certaines marques. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet chez les personnes qui ont des mobilités de hanches compliquées ou qui sont de petite taille, ça nous permet d'ajuster beaucoup plus facilement au niveau des bike fitting. Est-ce que maintenant on a plus de possibilités qu'avant d'ajustement du vélo Oui, très clairement. Ouais. Très clairement maintenant, on va trouver des potences de 70 à 140, on va trouver des manivelles de... je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui en fait en 180, mais en 177.5, t'en trouves encore. Premier vélo que j'ai eu, manivelle en 180. Donc je suis très très grand, mais c'était assez... Je les ai gardés pour le souvenir. Du valet de 177.5 jusqu'à 155, sans rentrer dans des gammes en fond, parce qu'après sur les vélos en fond tu peux encore réduire. Mais oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. On avait 170, 172.5, 175. Terminé. Maintenant, on descend jusqu'à 150, 155. Donc, plus de possibilités de réglage, donc beaucoup plus facile d'adapter le vélo à la personne. Ok, ça n'a pas complexifié le fait d'avoir plus complexifié ton travail, pardon, le fait d'avoir plus de possibilités. Non, je pense que moi je dirais plutôt que ça l'a simplifié. Ok. Ça l'a simplifié parce que ça nous permet justement parfois quand tu avais quelqu'un qui, un exemple assez bête, mais tu vas avoir une personne qui est relativement peu souple, qui va avoir donc du mal à avoir une hauteur de selle assez, une hauteur de selle assez importante, parce qu'elle va basculer de droite à gauche, tu vas lui descendre la selle, jusqu'au moment où la bascule va plus se faire parce qu'elle est trop haute, mais parce qu'elle est trop basse, parce que quand tu as un point de passage haut, du coup la hanche a du mal, donc la hanche va se lever pour faciliter le point de passage haut, et si elle est trop haute, point de passage bas, c'est l'inverse. Et donc du coup dans les manivelles plus courtes, pour cette personne-là c'est beaucoup plus facile à gérer, parce qu'on va pouvoir lui trouver une hauteur de selle beaucoup plus facile. Avant ça aurait été des artifices dans tous les sens, ça aurait été des compromis. En fait on fait moins de compromis maintenant parce qu'on a plus de capacité de réglage. Avant on aurait peut-être fait un compromis sur la hauteur de selle, on aurait dit bon tant pis, on va garder un mouvement de droite à gauche, ou on va essayer de compenser différemment, mais on aurait toujours eu une solution qui n'était pas idéale. Maintenant on a plus de capacité de vraiment trouver ce qu'il faut pour la personne. Okay. Après, aujourd'hui, on n'a pas de considération budgétaire. Parce que ce n'est pas toujours des changements qui sont faciles à faire d'un point de vue budget. Mais globalement, c'est pour ça qu'il y a un bikefitter anglais qui dit toujours un truc qu'il faut toujours faire, c'est fit first, buy later. Notamment quand on achète un gros vélo, il vaut mieux faire l'étude posturale avant, plutôt qu'après, ça évite de faire des achats en doublon ou des changements qui peuvent être coûteux. Finalement, c'est ça la démarche à suivre, c'est on réfléchit à un nouveau vélo, on s'oriente vers un bike fitter directement plutôt qu'à regarder tout ce qui se trouve sur internet. C'est ça, parce que le bike fitter il va regarder, donc il va faire une évaluation, si on n'a pas de vélo, il va vous mettre sur un vélo modulaire, que tu peux moduler. Et il va pouvoir t'orienter sur quel serait le meilleur vélo pour toi. C'est que si effectivement tu fais des sorties que en endurance, que tu ne fais pas de compétition, et que tu te diriges vers un Scott Foil comme on a derrière, ou que tu te diriges vers un Canyon Aero Road ou un Trek Model, qui sont des vélos purs de course, ça va pas forcément être le bon choix, plutôt s'orienter vers un Scott Addict ou un Canyon Endurace ou un Doman de chez Trek, qui sont des vélos plus adaptés à ta pratique, sur lesquels tu pourras être confortable, alors que peut-être sur des vélos de coursier, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas monter la potence assez haut, on aura toujours trop de drop, trop de longueur, et c'est un vélo un peu plus sage qu'il te faudrait. Et si tu n'as pas la connaissance, parce que tu es novice, ou parce que tu t'es jamais intéressé au matériel de ces choses-là, ça va être beaucoup plus compliqué de faire un choix. Donc ça s'appelle un bike sizing, enfin moi je fais ça dans des prestations de bike sizing, où la personne vient, on fait une étude, et après en fonction de ce qu'on voit sur l'étude, on va conseiller tel ou tel vélo, donc différentes marques pour laisser le choix, pour conseiller la personne, c'est sur ces gammes de vélos qu'il faut aller plus que sur celle-là. Qu'est-ce que tu penses, évidemment tu vas prêcher pour ta paroisse, de dire, évidemment, mais les outils qu'on pourrait trouver sur internet pour aider à... On peut pas le trouver par exemple Geometry Geeks, qu'est-ce que tu penses de ça Geometry Geeks c'est un super outil. Ouais. Nous ça nous fait gagner du temps parce que c'est un site communautaire, donc il faut toujours parfois vérifier un peu ce qui a été mis.
mais c'est un site communautaire où les gens viennent rentrer les géométries des vélos, et tu peux les comparer. Tu peux comparer jusqu'à une dizaine de vélos d'un coup. Donc tu peux prendre un Scott, un Trek, un Pinarello, une même taille, et puis comparer qui est plus long, qui est plus haut, et de suite tu peux éliminer certains vélos, par exemple, parce que tu peux te dire, moi il me faudrait telle hauteur, celui-ci il est 3 cm plus bas que ce qu'il me faudrait, donc même avec des bagues, j'arriverai pas à la bonne hauteur. Ou celui-là il est 2 cm trop haut, donc je serai potence ras du cintre, donc du coup pas forcément évident non plus, tu n'as plus de marge de réglage. Donc c'est vraiment pas mal, ça c'est un bon outil, mais déjà c'est un outil... Faut avoir un œil quand même. Faut connaître les géométries, il faut savoir les lire, faut déjà s'être intéressé un petit peu à la chose. Si vraiment on est novice, le mieux reste quand même d'aller voir quelqu'un pour faire une étude posturale, pour aider à déterminer la bonne taille de vélo et quel vélo prendre. J'y pense, est-ce que entre un homme et une femme, on va avoir des différences dans le bike fitting? Pas fondamentalement, après on va avoir des solutions qui vont souvent être un petit peu différentes. Et les femmes ont généralement des bassins plus larges, donc on va se sentir vers des selles plus larges. Qui dit bassin plus large dit Q-factor aussi plus large, l'écartement des pieds plus important, mais c'est pas une vérité générale, c'est des tendances, des grandes tendances. Mais il n'y a pas, j'ai pas spécialement de différence qu'il peut y avoir. On est tous différents, donc à partir du moment où on s'adapte. Okay. Et par contre, est-ce qu'entre les types de pratiques, on va en retrouver un coursier, un gars qui fait de l'ultra-endurance par exemple? Alors on va pas poser les gens de la même manière. Ouais. Parce qu'on va pas faire le même bike fitting parce que il est évident qu'un coursier qui va faire une course qui va faire 5-6 heures maxi, on va pouvoir lui demander de se mettre dans une position agressive pour être aéro, pour être performant. Mais il ne dépassera jamais 6-7 heures de course. On vient de passer Milan-San Remo, c'est la course la plus longue de l'année. Chez les pros, ça fait quoi, 8 heures à peu près. Ils font jamais plus. À l'entraînement, ils font rarement plus de 5-6 heures d'affilée sur le vélo. Par contre, effectivement, quelqu'un qui va... Donc du coup, tu peux, entre guillemets, pousser un peu l'étude et le positionnement pour être assez agressif dans divers aspects. Chose que tu ne pourras pas faire à quelqu'un qui va faire de l'ultra-endurance, parce qu'avec la fatigue musculaire que tu as au bout d'un jour ou deux de vélo où tu as déjà fait 500-600 km, le corps il va se rigidifier un petit peu, et si ce que tu peux tenir sur 6 heures, tu ne pourras pas le tenir sur 60 jours ou sur 6 jours. Donc non, on ne va pas poser pareil, on ne va pas faire les mêmes réglages, on va toujours garder en tête qu'il faudra qu'il y ait de la marge dans la capacité de mouvement du corps, et se dire, non, si je suis très très haut en termes de hauteur de selle, ça me demande d'avoir une certaine flexibilité musculaire, d'avoir les tendons qui s'allongent aussi. Donc du coup, quand on va se retrouver après sur une épreuve qui va faire plusieurs jours, tout ça, ça va se rigidifier et tu vas créer du basculement, tu vas créer de l'instabilité parce que le corps est plus capable de tenir la position. Okay. Tu apportes plus de liberté au corps sur un gars qui... Plus l'épreuve est longue, plus tu apportes de la liberté Plus tu gardes des réglages conservateurs et plus tu essayes que la personne soit vraiment souple sur son vélo, vraiment... où on se dit que même après quelques heures de vélo, la position ne sera pas dure à tenir. Okay. Donc ça veut dire on va jouer sur la hauteur du cintre, le recul du cintre, sur plein de choses on peut jouer, mais globalement on va faire attention à ça. Et si on prend l'opposé du gars qui fait de l'ultra-endurance, le gars qui est vraiment coursier et qui cherche à avoir la position la plus aérodynamique possible, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Déjà, la position aéro, elle dépendra principalement de sa mobilité. D'accord. Si tu prends un coursier aussi bon soit-il, qui n'est pas souple par exemple, qui ne fait pas d'renforcement musculaire au niveau du haut du corps, ça va vraiment être compliqué de lui faire prendre une position aéro et de la tenir. C'est une différence entre la tenir 10 minutes sur un entraîneur et de la tenir après 4 heures de course. Donc c'est le premier conseil si on a quelqu'un qui veut vraiment être aéro, c'est travailler la mobilité du dos, des hanches, de la mobilité même globale, travailler l'assouplissement pour qu'on puisse après se poser dans une position aérodynamique et que ce ne soit pas inconfortable et qu'on puisse y rester. La différence entre avoir les bras à l'horizontale et les bras comme ça, on peut regarder plein de courses. J'ai vu récemment, il y avait Abraham Hansen de la Uno X qui était en échappée. Je pense que sur l'entraîneur, il tient très bien sa position, machin. Mais on a vu qu'après 4 ou 5 heures de course, il avait du mal à descendre les bras et il n'était plus très très aéro. Donc voilà, ça c'est peut-être quelqu'un chez qui on aurait dû une position un petit peu plus sage, parce que
il n'arrive pas à la tenir. Donc le premier conseil, c'est de travailler en dehors du vélo, souplesse, renforcement musculaire. Une fois qu'on a fait ça, on pourra crescendo aller vers une position aérodynamique. Mais après, il y a beaucoup de travail. C'est vraiment long. C'est vraiment long. C'est vraiment long. Ouais. La position aérodynamique est exigeante pour le coureur, mais pour le bike fitter aussi. C'est long dans le sens où ça prend du temps, pas nous quand on fait une étude posturale, mais ça prend du temps pour que la personne s'y adapte. Ça peut prendre 6 mois, 1 an et demi, 2 ans pour qu'on arrive à avoir le bon degré en fonction d'où tu pars, de ta mobilité de base. Si tu es déjà très mobile et très souple, on y arrivera beaucoup plus vite que si tu pars avec un bout de bois et que tu veux être hyper aéro. Mais effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail aussi, mais après il y a beaucoup de gains. Ouais. Quand tu commences à rouler à 45-50 à l'heure, la position là, va commencer à vraiment beaucoup jouer sur l'aéro, plus qu'un casque, une paire de chaussures ou une paire de chaussettes aéro. La position, ça reste le truc le plus important à corriger. Ouais. Et tu disais, essayer de travailler aussi avec des jeunes, des juniors, etc. Est-ce que justement c'est quelque chose que tu essayes d'apporter C'est quelque chose qu'on essaye de faire quand on voit les juniors, de essayer de leur donner des conseils, même on travaille nous sur un tarif inférieur dans les études, parce que ils sont encore en pleine croissance, donc faire une étude extrêmement poussée, elle sera valide peut-être que 3 mois, donc après c'est plus compliqué. Mais effectivement, à partir de junior, quand ils sortent de cadet, alors maintenant c'est U15 je crois, ou U17, quand ils sortent de U17, ils commencent déjà à avoir des courses qui vont faire une centaine de kilomètres, ils commencent à mettre un petit peu de volume aussi. C'est là, quand les positions elles sont vraiment pas terribles, qu'on peut se diriger vers des problèmes de genoux, des problèmes de dos. Souvent c'est des problèmes de dos, souvent c'est du mal dans le dos, mal dans le bas du dos, avec des vélos qui sont pas adaptés, sur lesquels parfois on a pris une taille au-dessus parce qu'on se dit qu'il va grandir encore et donc du coup on anticipe une taille. Voilà, les juniors, c'est vraiment le moment où il faut commencer à prendre soin de la position, plus d'un point de vue prévention des blessures, bonnes habitudes de travail, plus que réellement chercher de la performance. C'est plus ça qu'il faut faire avec les juniors. Et puis ça permet d'éduquer un petit peu au long terme que le bike fitting c'est important quoi. Le bike fitting c'est important, mais c'est surtout leur donner les bons repères, les bonnes pratiques. C'est-à-dire de déjà quelque part, quand tu as déjà été bien posé sur un vélo, le jour où tu montes sur un vélo où tu n'es pas bien posé, tu vas t'en rendre compte assez vite. Même si tu n'es pas hyper sensible, le jour où tu as été capable de faire 5, 6, 7 heures de vélo confortablement sur un vélo, et que tu changes, et que là au bout de 4 heures tu as des irritations, ou que tu as des douleurs dans les trapèzes, ou je ne sais où, là tu vas dire il y a un problème. Donc c'est en fait déjà leur donner un repère sur c'est quoi une position, effectivement déjà commencer un peu à introduire le bike fitting dans leur pratique pour qu'ils sachent qu'il y a une solution à apporter à des douleurs et que c'est pas forcément dû à la croissance, que c'est pas forcément dû à à un problème de leur part, mais simplement qu'ils sont mal posés sur leur vélo. Ouais, sur l'aspect aussi mobilité, travail aéro forcément pour les jeunes, on gagne du temps si justement ce travail-là il est commencé bien plus tard. Quoi. Effectivement, si on a des routines d'étirement, si on a des routines de mobilité, si on se dirige vers si on a des juniors qui commencent à bien marcher, qui se dirigent vers rentrer soit dans des équipes de développement, soit aller vers de la DN1, DN2, le plus haut niveau, il y a déjà des règles qui sont mises en place, ça fait déjà partie de la pratique. D'accord ? Il y a pas mal de pros, encore même maintenant, la mobilité, les étirements, ça passe à l'as, ça ne fait pas partie de la pratique dans leur tête, notamment chez les anciens. Alors qu'on a chez les jeunes déjà beaucoup plus cet aspect-là. Donc oui, c'est important. La mobilité, la souplesse à vélo font partie de l'entraînement en général. Ok. Si on part sur un point de réglage du vélo, est-ce que tu auras des conseils à donner pour un changement de selle ? Changement de selle, c'est tout un sujet. Parce que c'est clairement le point le plus connu du cycliste, c'est ça fait mal au cul. Classique. Ouais. Est-ce que... La solution au problème de selle, c'est principalement l'étude posturale d'abord. Parce que je compte plus, et je pense qu'on est beaucoup de bikefitters à ne plus compter le nombre de clients qui sont venus et qui ont acheté 5, 6, 7 selles différentes, qui roulent avec des cuissards toujours de plus haut de gamme qu'ils peuvent trouver et qui se traînent toujours à un problème qui est la plupart du temps lié en fait à un problème de position sur le vélo. Une hauteur de selle trop basse, une hauteur de selle trop haute, un recul qui n'est pas bon, une position d'écale qui n'est pas bonne, quelqu'un qui est beaucoup trop allongé sur son vélo et qui du coup va faire du bec de selle et qui va se plaindre de la selle. Il pourra tester autant de selle qu'il veut, ce ne sera pas ça le fond du problème. Donc
aller faire une étude posturale pour remettre la position de la personne en adéquation avec ses capacités physiques. En 2, possiblement tester plusieurs selles. D'accord. Donc quand on a déterminé à peu près la largeur, et ben essayer peut-être plusieurs formes de selles différentes de même largeur, plus en forme de V, plus en forme de T, en fonction des capacités de la personne. Et le must reste d'aller voir un bikefitter qui soit a vraiment beaucoup d'expérience et qui va pouvoir détecter des asymétries quelconques au niveau de la position, ou qui par son expérience va pouvoir plutôt orienter vers des modèles de selles qui vont correspondre, soit vers n'importe quel bikefitter qui va utiliser un capteur de pression et qui saura analyser les images et qui pourra dire bah, cette selle-là était bien, cette selle-là on a un petit peu moins de pression, la pression est mieux répartie, elle se met à un endroit différent de la selle et donc c'est mieux. Mais en étude posturale, en 2, c'est d'en tester plusieurs une fois qu'on a dégrossi l'étude, et si on peut, moi c'est ce que je recommande toujours, ça fait gagner du temps en fait, d'aller voir tout de suite quelqu'un qui va avoir une expertise au niveau de la selle et des capteurs de pression. Ça fait gagner du temps en fait. Pas facile à trouver ceux qui ont des capteurs de pression de selle. Non, pas facile à trouver. Alors ça commence à se démocratiser. On commence à en avoir quelques-uns maintenant en France qui commencent à l'utiliser. Mais voilà, moi je l'ai déjà dit et je leur dirais pas mal de fois, il vaut mieux faire 400 à 500 km de route et prendre une journée pour aller voir quelqu'un qui a ces capacités-là, plutôt que de perdre son temps et beaucoup d'argent, parce que si tu comptes une selle à 150, 200 euros à chaque fois, plus les cuissards à 300, puis que tu en achètes plusieurs sur plusieurs années et que tu te retrouves à chaque fois avec un stock de sel, alors tu peux t'amuser à les revendre à chaque fois, mais enfin, c'est perdre du temps. Des fois, il vaut mieux faire un peu de route, trouver quelqu'un qui va vous résoudre le problème une bonne fois pour toutes, entre guillemets, et après, on va pouvoir avancer dans la pratique. Mais rester 2, 3, 4 ans, comme on en voit certains, qui ont testé plusieurs modèles de sel, sans jamais avoir fait d'études posturales, bah, c'est dommage. Dommage pour eux, surtout. Ouais, carrément. Et question, si par exemple tu parlais de pouvoir revendre des selles, est-ce que si on peut racheter des selles de quelqu'un qui les a déjà utilisées, est-ce qu'elles vont pas se déformer? Bah, c'est toujours un peu la loterie. Hein. Moi j'ai tendance à dire oui et non, ça dépend. Ça dépend de l'usure. Ça dépend de l'annonce. Si la personne nous dit je l'ai testé, j'ai fait 3 sorties avec et que visuellement elle est en super état, on peut peut-être y aller. Si après on voit que c'est une selle qui a des marques déjà d'usure dessus, vaut mieux la laisser de côté. Ouais. Parce que c'est difficile de détecter, même quand on a la selle dans les mains et qu'on est novice, de détecter un raquet de travers, une selle qui a trop travaillé, c'est pas facile. Donc quand les selles elles sont démontées des vélos parce qu'elles sont neuves, oui, parce que ça arrive souvent que les gens ils démontent la selle du vélo neuf et qu'ils la revendent. Si le mec dans l'annonce ou la fille dans l'annonce elle dit qu'elle a essayé la selle 3 fois et puis que ça lui va pas, pourquoi pas. Après les autres vont s'en éloigner. Ouais. Tu évoquais les cuissards comme souvent mis comme la cause du problème de j'ai pas un bon cuissard. Ouais. Est-ce que ça peut être le cas? Surtout de la peau de chamois en fait. Alors, c'est un sujet qui peut être long. Donc on va essayer de faire court. En fait, on va plutôt, au-delà de la peau de chamois en elle-même, on va intégrer le cuissard et la peau de chamois dans la même discussion. Mais selon la coupe du cuissard, et là il n'y a pas de sportif, pas sportif, cuissard cargo ou pas cargo, mais la manière dont il a été coupé, la manière dont il a été pensé pour se mettre sur toi, et qui tu es toi. Par exemple, vous allez peut-être mettre la même taille de cuissard, je sais pas, S ou XS tous les deux, mais la peau de chamois ne se mettra pas au même endroit, que ce soit toi ou toi. Donc déjà, en fait, ça va être de bien le choisir. Déjà, de prendre un cuissard, quand tu le mets avec tes droits, il doit te serrer au niveau des épaules. Quand tu te penches en avant, il doit se desserrer. Si quand tu es droit, il ne te serre pas, c'est qu'il est peut-être un peu trop grand. Donc dans la pratique plus tard, peau de chamois qui va se mettre au mauvais endroit, tissu qui ne va pas être comprimé, et donc du coup une peau de chamois qui peut bouger. Si n'importe quoi bouge, ça finit par créer des irritations. Ça c'est le premier point. Après, c'est à regarder où la peau de chamois elle est cousue dans le cuissard. C'est hyper difficile. Hein. C'est pour ça que nous on préfère rouler sans mousse dans le cuissard, c'est plus facile à gérer. Mais tu vas regarder chez des personnes, et ça tu peux regarder chez n'importe qui quand il roule derrière lui, où est-ce que la peau de chamois elle remonte dans son dos. D'accord? Donc tu as des gens, tu vas pas la voir, et il y a des gens, tu vas en voir ça. Tu vas avoir 3-4 cm de mousse qui sortent du dessus de la selle. Donc du coup, la mousse, elle se met pas forcément au bon endroit, elle est pas forcément, les appuis du coup sont pas forcément sur de la mousse.
Parfois la mousse elle est trop large, elle va remonter dans l'aine et ça va créer des problèmes d'irritation, etc. Il y a plein de petits trucs, donc c'est pas forcément parce qu'il est cher qu'il est mieux. Moi, le conseil que j'ai toujours, c'est de repartir des cuissards les plus simples possibles. Donc, quand on a fait l'étude chez nous, donc on a travaillé sur la position de la selle, etc., on dit toujours aux gens repartez sur la chose la plus simple possible, si vous voulez, tant qu'on ne fait pas de selle sur mesure, sur des selles basiques, et repartez de la mousse la plus fine possible, et vous y allez crescendo si vous sentez que la sensation est encore trop dure. D'accord ? Parce que c'est difficile de mettre en adéquation aussi la dureté de la selle, parce que selon les marques, les selles vont être plus ou moins dures. Et donc du coup de la mettre en adéquation avec une mousse d'une certaine densité qui va être dans le cuissard. Donc du coup c'est pour ça que moi quand on est sur une selle normale, on repart avec du cuissard très basique, très peu cher, on regarde ce que ça donne si la douleur est toujours présente. Si la douleur n'est pas présente, on n'a pas besoin de plus. C'est assez fréquent, par exemple, chez des personnes qui ont un volume assez important. D'accord ? Les personnes qui sont très maigres, elles vont avoir besoin généralement de mousse un peu plus épaisse parce qu'il n'y a rien entre l'os et la peau. Tu as un peu plus de volume, déjà tu as un peu plus d'amorti, tu as moins nécessairement besoin de quelque chose de très épais. Mais du coup, repartir d'une base assez basique et monter graduellement. Mais pareil, c'est une limite. S'il faut tout le temps que pour rouler 2 heures, tu roules avec un cuissard haut de gamme qui coûte super cher, c'est qu'il y a probablement un problème. Tu peux nous parler un peu de la solution aussi du coup des selles sur mesure que MySaddle que tu as développé On a développé MySaddle avec l'objectif de prévenir l'apparition des blessures et d'améliorer le confort des cyclistes. Aujourd'hui, on peut en déterminer 2 grands usages. Il y a d'abord l'usage qui va être, quand d'un point de vue bike fitting, on a des asymétries résiduelles, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à corriger un basculement de bassin, un pivotement de bassin, ou que ça nous ferait rentrer dans des démarches que la personne ne peut pas faire. Tout à l'heure, c'est une personne lambda, il n'a pas forcément 6 mois, 1 an devant lui de rééducation ou de mobilité pour pouvoir continuer sa pratique. Il ne va pas forcément le faire parce qu'il n'a pas forcément le temps, il va juste rouler dimanche 1 ou 2 fois par semaine. Donc du coup, cette personne-là, on a du mal à la faire rentrer dans un cadre où il y a sur de la rééducation longue pour arriver à un positionnement parfait au niveau du bassin. Donc pour ces personnes-là, la selle sur mesure, elle va permettre d'avoir une asymétrie au niveau de la position. Donc on est toujours dans des limites, c'est-à-dire que si tu es comme ça sur le vélo, ça ne marchera pas. Si tu es comme ça sur le vélo, ça ne marchera pas. Mais si tu es légèrement pivoté, légèrement basculé, avec une selle normale, tu as des douleurs dues à des surpressions. Avec une selle sur mesure, on va pouvoir les enlever, ces surpressions. Parce qu'on va s'adapter à la position du bassin. Donc si on a un bassin légèrement basculé, la selle va se creuser plus d'un côté, moins de l'autre. La répartition de la pression se fera bien des 2 côtés. On aura un bassin qui sera de travers, mais ça ne posera pas de problème pour continuer la pratique. On a chez les compétiteurs, on va venir faire des selles aussi comme ça, parfois quand il y a des blessures. Ou quand il y a eu des opérations chirurgicales, si on aura enlevé des kystes, si on a des tissus cicatriciels qui sont délicats, on va pouvoir, avec la selle, parfois, creuser un peu un endroit où il y a une zone un peu difficile pour que ça ne soit pas en contact. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec la selle sur mesure. L'autre point, c'est pour moi un point le plus important pour monsieur tout le monde, c'est enlever en fait des inconnus. En fait, quand aujourd'hui tu achètes quand tu travailles sur le couple cuissard-selle, donc il y a la position déjà la position sur le vélo, après il y a la position de la selle dans l'espace, où est-ce qu'on s'assoit. Ça doit être géré pour l'étude posturale, mais après tu as des inconnus, c'est que tu ne sais pas quelle est la densité de la mousse de la selle, tu ne sais pas quelle est son épaisseur. Dans les cuissards, on tend à savoir maintenant quelles sont les épaisseurs et les densités, mais par contre, il n'y a personne qui te dit ce que tu vas prendre. D'accord ? J'ai jamais vu, moi, quelqu'un me dire un truc basique, mais ton IMC, il est de 12, je dis ça au pif, il te faut une mousse de telle densité, de telle épaisseur. D'accord ? Donc en fait, comme tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dans ta selle, tu sais pas si c'est. Parfois, tu connais, tu dis que c'est de la mousse EVA, c'est une mousse très très classique dans l'industrie, mais tu ne sais pas quelle est l'épaisseur, quelle est la densité. Donc comment tu suspends un poids donné si tu ne sais pas sur quoi tu vas le poser réellement. Donc ça, nous, c'est des inconnus quand tu vas travailler sur la position. Donc avec la selle sur mesure, en fait, comme on vient absorber les formes du corps, on vient augmenter la surface de contact, entre 20 et 30% selon les cas, donc c'est assez important. La surface de contact est plus élevée, donc du coup on réduit la pression moyenne,
Et comme après, comme on a déjà réduit cette pression une première fois, on a besoin de ne pas rajouter d'amorti dans la selle ou pas d'ajouter d'amorti dans le cuissard, donc on n'a pas besoin de mousse. Et notre selle, elle est un peu comme les selles du marché aujourd'hui, c'est un maillage 3D, parce qu'elles sont imprimées 3D, donc on peut aussi gérer le maillage. Donc nous, on va pouvoir gérer en fait de A à Z, on va contrôler tous les éléments, l'étude posturale, la selle, la forme de la selle, les densités, la forme, on va pouvoir tout contrôler pour pouvoir dire à la fin, vous pouvez rouler sans souci et vous aurez pas mal. Et il n'y aura pas de j'ai un cuissard de telle marque, ça va, j'ai un cuissard de telle marque, ça va pas, j'ai un cuissard de telle marque, c'est l'horreur. Non, c'est quoi que je mette, ça va bien se passer. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont plus confortables avec des cuissards sans mousse, avec des cuissards avec mousse. Sans rien. Voilà, on fait maintenant nos propres cuissards, on modifie les cuissards qu'on achète, où on enlève la mousse à l'intérieur, et quand les gens, on a des testeurs et puis des clients qui nous disent j'ai dû remettre un cuissard normal parce que j'avais pas mon cuissard sur moi, et je me suis retrouvé avec des irritations. Okay. Et rajouter la mousse a rajouté des irritations. Parce qu'encore une fois, la mousse, on ne maîtrise pas comment elle est, on ne maîtrise pas où elle est, et donc du coup c'est plus difficile de la faire se placer au bon endroit. Et comment on fait alors du coup si on veut essayer cette solution MySaddle aujourd'hui? Aujourd'hui on a plusieurs partenaires, on a 2 partenaires dans le nord de la France, il y a nous à Versailles, et puis on continue à développer notre réseau au fur et à mesure. On forme les gens, donc ça prend du temps en fait. Ça prend du temps et de la pratique, il faut des bikefitters assez expérimentés pour maîtriser la solution. Donc ça va venir, on cherche des gens un peu partout, donc s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui sont intéressés, qui sont bikefitters eux-mêmes et qui sont intéressés, on les accueillera volontiers pour leur expliquer le concept. Mais pour l'instant, le nord de la France, donc Métérin et Flers en Escambrieux, donc tout dans la région de Lille, et puis nous à Versailles. Ok. Je propose de conclure là-dessus. Ouais, laisse-toi parler. Ouais, c'était très bien. C'était simple, efficace. En fait, il y aurait tellement de points à aborder. Juste regarder dans la liste des questions s'il y avait des trucs qu'on n'avait pas dit. Il y avait les cales, on l'a abordé. Non. C'est l'heure. Quand on change. 15h30. Ouais. Si on veut faire une petite intro pour la vidéo, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, il y a juste les cales. Mais les cales, c'est mieux qu'on l'aborde pas, c'est trop compliqué. Ça va. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour finir? Non, c'est tout pour moi. Non, c'est tout. Parfait. Ouais. Tac, il faut que je conclue. Et Jean-Rémy, merci pour ce podcast. Mais de rien, merci à vous. Mathieu, on se dit à bientôt. Ouais, puis ce podcast-là sera complété d'une vidéo aussi sur les études posturales, enfin sur l'étude posturale de mon Scott Foyle qui est juste derrière. Donc je sais pas quelle vidéo sera sortie en premier, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura cette vidéo aussi disponible. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, à partager ce podcast et puis à bientôt. À bientôt. Bientôt.